Fermez les yeux un instant. Imaginez le vide absolu. Un silence si profond qu'il en devient presque palpable. Vous flottez à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre. Autour de vous, la noirceur apaisante de l'espace. Mais ce calme n'est qu'une illusion, car pour rentrer chez eux, les astronautes de la mission Artemis II devront affronter un mur invisible, un mur d'air, de friction et de feu. On dit souvent que le plus dur est de quitter la Terre. C'est faux. Le véritable défi, le moment de vérité, se joue au retour. Il y a un laps de temps précis, 4 minutes. 4 minutes suspendues dans le temps. 4 minutes où la technologie humaine est poussée à ses limites absolues. Si tout se passe bien, c'est un retour triomphal. Si une seule chose échoue, c'est l'oubli. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de mécanique. Nous allons vivre cette descente ensemble. Nous allons ralentir le temps. Nous allons transformer l'angoisse de ces 4 minutes en une poésie fascinante pour que vous puissiez comprendre et peut-être même trouver une forme de paix dans la violence calculée de la rentrée atmosphérique. Pour comprendre l'enjeu, il faut remonter un peu le temps. Regardez la Lune. Elle nous appelle depuis toujours. Dans les années 70, le programme Apollo nous y a emmenés. Les capsules plongeaient directement dans l'atmosphère terrestre. Une chute libre, brutale et directe. Comme une pierre jetée lourdement dans une mare. C'était efficace, mais extrêmement violent pour les corps humains. Aujourd'hui, l'humanité y retourne. Le programme Artemis est notre nouvelle Odyssée, mais les règles ont changé. Le vaisseau Orion est plus grand, il est plus lourd, et surtout, il revient d'un voyage beaucoup plus lointain que l'orbite basse terrestre. Orion frappe l'atmosphère à une vitesse vertigineuse de 40 000 km/h. C'est Mach 32, 32 fois la vitesse du son. À cette vitesse, l'air n'est plus un gaz léger. Il devient un mur de béton. Pour survivre à ce choc, la NASA a imaginé une chorégraphie céleste. Une manœuvre jamais tentée par une capsule habitée revenant de la Lune. C'est ce qu'on appelle la rentrée par ricochet. Et c'est au cœur de cette danse complexe que se cachent nos 4 minutes fatidiques. Laissez-vous guider. Le vaisseau approche. Mais que se passe-t-il juste avant l'impact? Le silence est toujours roi. La capsule Orion dérive doucement vers la Terre. La planète bleue grandit dans le hublot. Elle est magnifique, sereine, couverte de nuages blancs. C'est une vision qui apaise l'âme. Les 4 astronautes à l'intérieur respirent calmement. Leurs combinaisons sont scellées. Ils savent que la douce apesanteur va bientôt disparaître. Pour illustrer ce moment, imaginez un plongeur debout sur un plongeoir vertigineux. L'eau en bas semble calme, mais la hauteur donne le vertige. Orion est ce plongeur. Le vide de l'espace est le plongeoir. L'atmosphère terrestre est l'océan. Sauf que cet océan n'est pas fait d'eau douce, mais de gaz qui s'apprête à s'enflammer. C'est le calme absolu avant la tempête la plus contrôlée de l'histoire humaine. Les ordinateurs de bord effectuent des millions de calculs par seconde. L'angle d'approche doit être parfait. L'importance de cet angle est vitale. C'est une question de degré. Un fil de rasoir cosmique. Si l'angle est trop plat, Orion rebondira sur l'atmosphère. Comme un caillou mal lancé qui se perdrait dans l'espace lointain, pour toujours. Si l'angle est trop raide, la friction sera trop intense. La capsule brûlerait comme une étoile filante ordinaire. Imaginez une aiguille devant passer dans le chat d'une autre aiguille, le tout en mouvement à des milliers de kilomètres par heure. Il est temps de briser un mythe. Beaucoup pensent qu'au fait que la gravité attire simplement le vaisseau et qu'il tombe. En réalité, le vaisseau vole. Il plane littéralement sur les couches supérieures de l'atmosphère terrestre. Il utilise l'aérodynamisme, tout comme un avion, même s'il ressemble à une simple cloche métallique.
Cette précision mathématique est la première clé de la survie. Soudain, la frontière est franchie. C'est l'exosphère. La couche la plus externe, la plus ténue. L'altimètre indique 120 km au-dessus du niveau de la mer. À l'intérieur du vaisseau, rien ne semble changer. Pas de bruit, pas de secousse. Mais à l'extérieur, les premiers atomes d'oxygène et d'azote viennent percuter la coque. À 40 000 km à l'heure, chaque atome est une minuscule balle d'énergie. C'est ici que commence la transformation. Imaginez frotter vos mains l'une contre l'autre très vite. Elles chauffent. Mais à l'échelle cosmique, ce n'est pas tout à fait cela. Il est courant de croire que c'est la friction de l'air sur la coque qui crée la chaleur infernale de la rentrée. C'est un mythe tenace. La réalité est beaucoup plus fascinante. La vérité réside dans la pression. Éclaircissons ce mystère de la chaleur. Ce n'est pas la friction qui va envelopper Artémis, d'œuf de flamme, c'est la compression. Le vaisseau va si vite que l'air devant lui n'a pas le temps de s'écarter. L'air est piégé. Il est écrasé, compressé violemment contre le bouclier thermique. Imaginez une pompe à vélo dont vous bouchez l'embout. Quand vous appuyez, l'air à l'intérieur chauffe à cause de la pression. C'est exactement ce qui se passe devant Orion, mais à une échelle apocalyptique. Le gaz atmosphérique est tellement compressé que ses molécules se brisent. Les électrons sont arrachés à leur atome. Le gaz devient un plasma. Un quatrième état de la matière. Une bulle de plasma surchauffée commence à naître autour du nez du vaisseau. Le silence de l'espace est définitivement brisé. Et voici que la lumière apparaît. Le plasma n'est pas seulement chaud, il est d'une beauté terrifiante. Les astronautes regardent par les petits hublots. Au début, c'est une faible lueur rose. Puis, le rose vire au rouge cerise. En quelques secondes, le rouge devient un orange flamboyant, puis un jaune aveuglant, et enfin un blanc bleuté incandescent. Imaginez que vous êtes à l'intérieur d'un tube de néon géant au moment où il s'allume. Le vaisseau est entouré d'un cocon de feu pur. La température à l'extérieur atteint maintenant 2700 degrés Celsius. C'est la moitié de la température à la surface du Soleil. Rien sur Terre ne ressemble à ce feu. C'est un feu cosmique, né de la vitesse pure et de la résistance de notre monde. Comment survivre à une telle fournaise? C'est ici qu'intervient le bouclier thermique, le véritable héros silencieux de cette histoire. Situé à la base de la capsule, il est fait d'un matériau appelé avcoate. C'est une résine spéciale infusée dans une structure en nid d'abeille. Son fonctionnement est un sacrifice magnifique. Imaginez une bougie qui fond pour protéger la mèche. Le bouclier est ablatif. Cela signifie qu'il est conçu pour brûler. En brûlant, en se vaporisant lentement, il emporte avec lui la chaleur extrême, l'empêchant de pénétrer dans l'habitacle. La capsule perd de la matière pour sauver des vies. Pendant que l'extérieur fond dans un brasier cosmique, à l'intérieur, la température reste agréable. Environ 20 degrés. Le contraste est absolu. La violence physique s'installe. Jusqu'à présent, le vol était doux. Mais maintenant, la décélération commence. Le mur de plasma freine la capsule avec une force inouïe. Les astronautes, allongés sur leur siège moulé sur mesure, sentent une main invisible les écraser vers le bas. C'est la force G. 1, 2, puis 3 G. Leur corps pèse soudainement 3 fois son poids normal. Respirer devient un effort conscient. Imaginez que 3 personnes s'asseyent sur votre poitrine pendant que vous essayez de vous détendre. Il faut utiliser des techniques de respiration spécifiques. Des inspirations courtes, des expirations contrôlées. Le cœur bat plus fort pour pomper le sang vers le cerveau. Malgré le feu à l'extérieur, c'est la lutte interne du corps humain qui devient le centre de l'attention. Puis vient le moment le plus redouté, le grand silence radio. Le plasma qui entoure Orion est si dense, si chargé électriquement qu'il bloque toutes les ondes radio.
Sur Terre, au centre de contrôle de Houston, les écrans se figent. La télémétrie s'arrête. Les voix grésillent, puis disparaissent dans un souffle statique. C'est le blackout. Pendant ces fameuses minutes, la NASA est aveugle et sourde. Les astronautes sont livrés à eux-mêmes. Imaginez-vous conduire une voiture dans un tunnel plongé dans le noir absolu, sans pouvoir parler à personne, en vous fiant uniquement aux ordinateurs de bord. C'est un test psychologique extrême. C'est là que la confiance absolue en la machine prend tout son sens. Le destin est scellé par les calculs précédents. Nous sommes au cœur de la tempête. C'est maintenant que la manœuvre secrète s'active. Le ricochet. Au lieu de plonger tout droit, la capsule utilise son centre de gravité décalé. En tournant légèrement sur elle-même, Orion crée de la portance. Comme une aile d'avion. La capsule, encerclée par le feu, commence à remonter. Oui, à remonter vers l'espace. Imaginez un caillou plat que vous lancez sur un lac placide. Le caillou frappe l'eau, s'enfonce légèrement, puis rebondit gracieusement dans les airs. Orion fait la même chose sur l'océan de notre atmosphère. Cette remontée artificielle est la clé. Elle permet de dissiper l'énergie cinétique en 2 temps. Elle divise par 2 la chaleur et la pression que les astronautes doivent endurer. La remontée est une libération temporaire. Orion quitte les couches denses pour retrouver la finesse de l'exosphère. Le feu plasma faiblit. Les couleurs vives s'estompent pour redevenir de douces lueurs rosées. La force G diminue considérablement. Les astronautes peuvent enfin reprendre de longues et profondes respirations. La sensation d'écrasement s'évapore. Imaginez un plongeur qui émerge à la surface pour reprendre une grande bouffée d'air frais avant de replonger. C'est un moment de répit calculé, une pause salutaire dans la violence de la descente. La capsule se refroidit très légèrement. Mais le voyage n'est pas fini. La gravité terrestre reprend ses droits. La seconde phase de la chute est inévitable. La seconde plongée commence. Orion redescend vers la Terre. Cette fois, la vitesse a chuté de façon spectaculaire. Le pire est passé, du moins en termes de chaleur pure, mais la densité de l'air augmente très vite. Le frottement aérodynamique devient le principal acteur. Le sifflement aigu de l'air remplace le grondement sourd du plasma. Imaginez le bruit du vent lors d'un ouragan puissant, mais entendu à l'intérieur d'un coffre-fort. La capsule vibre. De légers tremblements secouent l'habitacle. Les ordinateurs continuent d'ajuster l'angle de roulis, guidant Orion avec une précision chirurgicale vers une cible minuscule dans l'immensité de l'océan Pacifique. L'attente sur Terre est insoutenable. À Houston, les contrôleurs de vol fixent leurs écrans noirs. Les horloges tournent. Le temps semble étiré à l'infini. Chaque seconde de silence est un rappel brutal de notre fragilité face à l'univers. Pour illustrer cette tension, pensez à retenir votre souffle sous l'eau. Au début, c'est facile, puis l'envie d'air devient une urgence. Le monde entier retient son souffle en attendant le retour du signal d'Artémis II. C'est un moment de communion mondiale. L'humanité entière est suspendue à ces ondes radio invisibles qui doivent percer le ciel. Puis, le miracle de la communication. Un grésillement timide sort des haut-parleurs du centre de contrôle. Les graphiques sur les écrans reprennent vie, affichant des courbes vertes rassurantes. Une voix se fait entendre, déformée mais bien réelle. Le commandant de bord confirme que la capsule est intègre. Le blackout est terminé. Le mur de plasma s'est dissipé. Imaginez le soulagement ressenti lorsqu'on retrouve la voix d'un être cher après une longue absence inquiétante. Le silence, angoissant, laisse place à un flux constant de données vitales. La capsule n'est plus une île isolée dans un océan de feu. Elle est de nouveau connectée à l'humanité. Mais le danger n'est pas encore écarté. La vitesse est encore trop grande pour un atterrissage en douceur.
Orion traverse maintenant la stratosphère. Le ciel, par le hublot, passe du noir absolu à un bleu cobalt profond. Les étoiles disparaissent, remplacées par la lumière diffuse du soleil, filtrée par notre atmosphère. C'est un retour aux couleurs familières de la maison. La capsule ralentit encore, passant sous le mur du son avec un double bang supersonique spectaculaire. Imaginez le claquement sec d'un fouet géant dans le ciel. Ce son annonce au navire de récupération que les voyageurs sont sur le point d'arriver. L'altimètre affiche désormais une poignée de kilomètres. Il est temps de déclencher les freins physiques. C'est la séquence des parachutes. Elle est d'une complexité fascinante. Tout d'abord, 2 petits parachutes de freinage, appelés parachutes extracteurs, sont expulsés. Ils s'ouvrent dans un claquement puissant. Leur rôle n'est pas de ralentir massivement la capsule, mais de la stabiliser, de l'empêcher de tourner sur elle-même. Imaginez lancer un cerf-volant dans un vent violent. Les petits parachutes tendent les lignes, forçant Orion à pointer son nez vers le ciel, présentant son bouclier abîmé vers l'océan. La secousse, à l'intérieur, est brutale mais brève. Une fois la capsule stabilisée, les extracteurs sont largués. Ils ont accompli leur tâche. Vient ensuite le tour des parachutes pilotes. Ils sont tirés hors de leur conteneur par de petits mortiers pyrotechniques. Ces parachutes pilotes tirent à leur tour les 3 immenses parachutes principaux hors de la capsule. C'est une réaction en chaîne mécanique où chaque étape doit fonctionner parfaitement. Si l'on pense qu'ouvrir un parachute est simple, c'est une erreur. À cette vitesse, un parachute ouvert d'un coup se déchirerait instantanément. C'est pourquoi la NASA utilise une technique d'ouverture par étapes. L'ouverture en corolle est un balai de tissu spatial. Les 3 parachutes principaux, d'un diamètre de 35 mètres chacun, ne s'ouvrent pas entièrement tout de suite. Ils restent partiellement fermés, ressemblant à des méduses flottant dans l'air. Cette ouverture partielle permet de ralentir doucement la capsule sans arracher les sangles d'attache. Imaginez appuyer doucement sur les freins d'une voiture plutôt que de piler brutalement. Pendant plusieurs secondes, la capsule pend sous ses 3 colonnes de tissu orange et blanc. Les astronautes ressentent un balancement régulier, presque berçant. Puis, les coupe-fils pyrotechniques entrent en action. De minuscules lames sectionnent les attaches qui retenaient les parachutes partiellement fermés. D'un seul coup, la toile se gonfle entièrement. Les 3 parachutes s'épanouissent comme de gigantesques fleurs dans le ciel. C'est une image iconique, symbole de succès. La décélération finale est forte, plaquant une dernière fois les astronautes dans leur siège. La vitesse passe soudainement de plus de 200 km/h à moins de 30. Le bruit terrifiant du vent se transforme en un bruissement de tissu lourd battant dans l'air. Le vol est presque terminé. Le paysage sous la capsule se précise. L'immensité bleue de l'océan Pacifique s'étend à perte de vue. Des nuages cotonneux flottent tranquillement. Les navires de la Navy américaine, petits points gris sur l'eau, convergent vers la zone d'impact prévue. Des hélicoptères tournent déjà en cercle. À l'intérieur, les astronautes préparent l'amérissage. Ils relèvent leurs visières. Ils échangent des regards. La tension fait place à un mélange d'épuisement et d'euphorie contenue. Imaginez la sensation de poser vos valises dans le couloir de votre maison après le voyage le plus long et le plus dangereux de votre vie. C'est ce sentiment précis. Les dernières dizaines de mètres. La capsule balance doucement sous ses 3 voilures majestueuses. Le système de positionnement final s'active. Le bouclier thermique, qui a bravé le plasma et la destruction, s'apprête à rencontrer un nouvel élément, l'eau. Il n'est plus brûlant, mais il porte les cicatrices charbonnées de la rentrée. Il a fait son devoir. L'ombre de la capsule glisse sur les vagues frémissantes de l'océan. Les hélicoptères se rapprochent,
leur caméra fixée sur ce morceau de métal qui revient d'un autre monde. L'instant de la rencontre approche à grands pas. Le splashdown, l'impact. Avec une gerbe d'eau spectaculaire, Orion frappe la surface de l'océan. La décélération finale est une secousse brutale. La capsule s'enfonce brièvement sous l'eau avant de remonter à la surface, portée par des ballons de flottaison orange qui se gonflent instantanément pour l'empêcher de couler. Les parachutes principaux se détachent pour ne pas recouvrir le vaisseau. Le silence revient. Mais ce n'est plus le silence froid du vide spatial. C'est le bruit des vagues qui clapotent doucement contre la coque métallique. C'est le bruit de la vie. C'est le bruit de la Terre. À l'intérieur, la gravité est totale. Une gravité que les corps ont presque oubliée. Chaque mouvement demande un effort. Mais la mission de survie est accomplie. Les balises de détresse émettent leurs signaux. L'air frais de l'océan pénètre dans la capsule par les sas de ventilation ouverts. Imaginez l'odeur du sel marin après avoir respiré de l'air recyclé pendant des semaines. C'est le parfum enivrant du retour. Les plongeurs de la marine s'approchent en zodiaque, tapent sur le hublot et lèvent le pouce. La connexion humaine physique est enfin rétablie. Les 4 minutes de l'enfer de feu sont définitivement derrière eux. Ces 4 minutes ne sont pas qu'un exploit d'ingénierie. C'est une chorégraphie millimétrée entre la nature impitoyable et l'intelligence humaine. Chaque ligne de code, chaque millimètre d'épaisseur du bouclier, chaque pli du parachute a été pensé pour ce moment précis. On a souvent tendance à croire que la technologie nous éloigne de la nature. Mais ici, c'est l'inverse. C'est en comprenant parfaitement les lois de la physique atmosphérique, en jouant avec la pression et la gravité, que l'homme parvient à s'y glisser sans se faire détruire. C'est une danse respectueuse avec les éléments les plus sauvages de notre planète. Pensons au calme qui succède à cet événement. La capsule, ballottée par les vagues, est un rappel de notre petite taille dans l'univers. Ces explorateurs sont allés au-delà de la face cachée de la Lune. Ils ont vu la Terre comme une fragile bille bleue perdue dans un vide insondable. Et pourtant, le moment le plus intense de leur voyage fut de traverser la fine couche d'air qui nous permet de respirer. C'est une leçon d'humilité céleste. La frontière qui nous protège est aussi la barrière la plus redoutable à franchir. La rentrée par ricochet d'Artémis II marquera un tournant. Si elle réussit, elle ouvrira la voie à des voyages encore plus lointains, vers Mars et au-delà. Car les vaisseaux qui reviendront de Mars arriveront encore plus vite. Le plasma sera encore plus dense, le feu encore plus vif. Maîtriser cette technique du rebond dans l'atmosphère est la pierre angulaire de notre avenir interplanétaire. Imaginez que cette petite manœuvre, ce rebond comparable à un jeu d'enfant sur l'eau, est la clé qui ouvrira les portes de l'exploration du système solaire tout entier. Il est fascinant de réaliser que le stress de cette phase est entièrement transféré à la machine. Les astronautes, malgré la force G, sont principalement des passagers lors de la rentrée. Ils doivent rester calmes, surveiller les instruments et faire confiance. C'est une forme de lâcher-prise absolue. Une méditation forcée au milieu du chaos. Dans nos vies trépidantes, nous cherchons souvent à tout contrôler. Le retour d'Orion nous enseigne que parfois, il faut savoir s'en remettre à la structure, à la préparation, et simplement laisser les événements se dérouler avec confiance. Regardez la nuit étoilée la prochaine fois que vous sortirez. Pensez à l'air frais sur votre visage. Cet air si doux est le même qui se transforme en bouclier de plasma pour les vaisseaux spatiaux. L'univers est une question de perspective et de vitesse. Ce qui est un doux zéphyr pour nous, au sol, est un mur de feu pour ceux qui reviennent des étoiles. Cette dualité de l'atmosphère terrestre, à la fois berceau nourricier et armure impitoyable, est l'un des phénomènes les plus poétiques de notre monde. Elle veille sur nous, de l'intérieur comme de l'extérieur.
Le bouclier thermique d'Orion sera analysé, disséqué. Ces brûlures raconteront l'histoire exacte de ces 4 minutes. Les scientifiques liront les cicatrices de l'avcoate carbonisé comme on lit les cernes d'un arbre ancien. Chaque variation d'épaisseur de la suie révélera la température exacte à ce point précis de la chute. C'est une archéologie de l'instant présent. Les traces d'un feu cosmique figé dans la matière humaine. Ces données permettront de construire des vaisseaux encore plus sûrs pour les générations futures d'explorateurs. Le retour de la mission Artemis II ne sera pas seulement une victoire américaine ou celle d'une agence spatiale, ce sera une respiration mondiale. Pendant ces 4 minutes de silence radio et lors du déploiement final des parachutes, c'est toute la planète qui vibrera à l'unisson. L'espace a ce pouvoir unique d'unir l'humanité autour de l'émerveillement et du courage. Imaginez des millions de personnes, yeux rivés sur leur écran, unis par une seule espérance. Celle de voir 3 dômes orange et blanc fleurir dans le ciel bleu du Pacifique. Finalement, le voyage s'achève là où toute vie a commencé, dans l'eau de l'océan. De la poussière stérile de la surface lunaire, au vide glacial de l'espace profond, en passant par le feu destructeur de la stratosphère, pour finir doucement bercé par les flots marins. Le cycle est complet. La capsule flotte calmement. L'eau refroidit doucement la coque meurtrie. Les astronautes respirent. Les étoiles sont de nouveau loin, très loin. La Terre les a accueillis, avec sa rudesse protectrice, pour les ramener à la maison. L'épreuve est terminée. Le feu s'est éteint, remplacé par la fraîcheur des vagues. Les astronautes d'Artemis II ont survécu aux 4 minutes les plus intenses de leur existence. Ils ont traversé le plasma, subi la force de gravité écrasante et dansé avec l'atmosphère grâce à ce rebond magistral. Le silence angoissant de l'espace a fait place au murmure rassurant de l'océan terrestre. Vous avez voyagé avec eux, vous avez compris la mécanique subtile et terrifiante qui protège la vie humaine à des vitesses cosmiques. J'espère que cette plongée au cœur de la rentrée atmosphérique vous a autant apaisé que fasciné, vous montrant que même dans le chaos le plus extrême, il existe un ordre, une science et une étrange beauté. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Laissez la gravité de notre planète vous ancrer doucement. Dites-moi dans les commentaires, auriez-vous le courage de fermer les yeux à bord d'Orion pendant ces 4 minutes de feu? N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres voyages apaisants à travers l'univers. Prenez soin de vous et regardez toujours vers les étoiles.